Vous allez comprendre que je viens d'un petit centre, entre guillemets. L'ancien patron du service était quand même Monsieur Mitrofanov. Mais vous allez voir qu'on n'a pas l'expérience encore des centres de référence et centres de compétences. Et le but était de répondre un petit peu à nos attentes, nous, en tant que praticiens. Donc, je travaille dans un service de chirurgie pédiatrique qui traite un peu toutes les pathologies, même si on a des praticiens qui font un peu plus d'urologie pédiatrique que de viscéral, etc. On reste encore assez généraliste. Et c'est nous qui nous occupons de l'ensemble un petit peu du suivi des enfants que nous voyons avec les dysraphismes, puisque nous n'avons pas de médecin de médecine physique et de réadaptation pédiatre à Rouen. Donc vous allez voir que le but était de répondre un petit peu à nos attentes. Donc un rapide rappel sur l'embryologie des dysraphismes spinaux. Nous avons voulu reprendre l'ensemble des dysraphismes. Et donc nous sommes intéressés aux anomalies de fermeture du tube de l'oral, à la fois anomalies de la première neurulation, c'est-à-dire toute la formation de la moelle épinière, qui peuvent conduire au myéloméningocèle, mais aussi au lipome intracanalaire, à la diastématomyélie ou au sinus dermique, qui sont une forme un peu plus mineure, mais aussi aux anomalies de la seconde neurulation avec des malformations un peu plus sévères, touchant l'ensemble du pôle caudal. Il y a la moelle attachée et aussi le syndrome de régression caudale, qui associe à la fois des malformations spinales, mais également des malformations du pôle pelvien, de type malformation anorexale. Donc je vais passer en revue les différentes malformations que nous avons voulu reprendre. Donc les myéloméningocèles avec plusieurs types de célébrité. Donc le myélosclisis avec l'ouverture complète du tube neural à la peau. C'est la photo qui est en haut. La méningocèle avec la protrusion d'une poche de méninge à l'extérieur de la colonne vertébrale à travers le défecte postérieur de la colonne. Et puis la myéloméningocèle avec la protrusion non pas seulement d'une poche liquidienne, mais également de racines nerveuses, voire de la moelle épinière. Donc il y a le lipome intracanalaire, lipome qui peut être plus ou moins sévère, qui est placé soit à l'intérieur de la moelle, soit au contact de la moelle, et qui peut entraîner des soucis par rapport de moelle, plutôt à type de moelle attachée. Donc la grande question dans ces lipomes, alors que pour les myéloméningocèles, on ne se pose pas la question, il faut absolument les opérer d'un point de vue neurochirurgical pour refermer le défect. Au niveau des lipomes, la question se pose de réséquer ou pas. En général, on les retire lorsqu'ils sont responsables de symptômes. Mais la chirurgie prophylactique, avant même que les symptômes n'apparaissent, a été également discutée. La diastématomyélie, c'est une malformation extrêmement rare qui correspond à la division de la moelle épinière en deux hémimoelles, parfois avec un éperon osseux qui se met au milieu de la moelle épinière. Comme on avait un patient qui était atteint de diastématomyélie, donc je vous le montre ici. Le sinus dermique, donc, qui correspond qui correspond à un petit pertuis cutané qui s'étend donc entre la peau et le canal médulaire et qui atteint qui peut s'étendre donc jusqu'au méninge et jusqu'à l'intérieur du canal médulaire. Le risque est essentiellement infectieux, puisque bien sûr il y a un risque de méningite lorsqu'il y a ce type de malformation, et donc la neurochirurgie se fait dès que le diagnostic de sinus est porté. Le syndrome de régression caudale donc, est une malformation sévère dans ce sens qu'elle atteint à la fois la moelle épinière, mais aussi tout le pôle caudal avec des anomalies qui peuvent s'étendre aux membres inférieurs, et également l'association fréquente avec une malformation anorectale, qui est donc l'absence d'un anus en place. La moelle attachée, alors la moelle attachée a plusieurs définitions. Il y a une définition par les symptômes, c'est-à-dire qu'un patient peut présenter des symptômes de moelle attachée avec des déficits orthopédiques et vésiclo-sphinctériens lors de certaines positions. Mais il y a également une définition radiologique avec un filum terminal il y a la moelle épinière, le filum terminalé, un filum qui est trop épais, qui est bien attaché avec une moelle qui peut être tirée vers le bas. Et là peut se discuter en fonction des symptômes un geste pour sectionner cette attache.
Donc voilà les malformations anorectales, donc l'absence d'anus en place. En général, il peut y avoir une fistule entre le rectum, qui donc ne s'accouche pas à la peau, et puis les voies urinaires. Évidemment, c'est une malformation qui s'opère dès les premiers jours de vie, en 1 ou 2 temps, pour essayer de restaurer une continence. C'est important de savoir s'il y a une association entre malformation anorectale et dysraphisme, puisque les problèmes de continence digestive, enfin fécale, peuvent être aggravés par la coexistence des 2 malformations. Donc, on s'est intéressé dans ce travail essentiellement aux troubles vésico-sphinctériens, donc bien sûr à la vessie neurologique. Donc normalement, une vessie pour fonctionner doit pouvoir se remplir à basse pression avec une distension vésicale, puis se vider avec l'ouverture du sphincter coordonnée avec la contraction vésicale. Dans la vessie neurologique, 2 problèmes peuvent se poser. Une insuffisance sphinctérienne avec des fuites permanentes mais qui se font à basse pression et donc qui protègent les reins. Et des problèmes qui nous inquiètent plus en tant qu'urologue, qui sont des contractions du détrusor désinhibé qui font augmenter les pressions vésicales de manière importante, voire une dysynergie vésico-sphinctérienne, c'est-à-dire que le sphincter se contracte lors des mictions, ce qui fait encore augmenter la pression intravésicale. Et c'est l'indication à mettre en route des sondages de manière précoce pour essayer de soulager la pression vésicale. Donc ça peut être les sondages, ça peut être l'agrandissement de vessie, ça peut être de la toxine botulique à l'intérieur de la musculeuse vésicale. Le but étant à la fois de protéger les reins et d'atteindre une continence urinaire correcte. Pour les selles, le problème est là encore assez compliqué dans le sens où la constipation est en général associée à une incontinence anale, ce qui fait que les lavements qu'on peut utiliser habituellement dans la constipation sont inefficaces. Et donc c'est l'indication des systèmes de lavement à type de péristine ou des sécostomies, comme la sécostomie de Malone, avec des lavements qui se font de manière antérograde. Donc la question qu'on s'est posée, c'est devant l'ensemble des malformations que je vous ai décrites, comment les suivre? Alors on sait que chaque enfant est particulier, chaque malformation est particulière et nécessite un suivi adapté, mais on voulait aussi, au moment du diagnostic anténatal, au moment des premières rencontres avec les parents, pouvoir un petit peu leur annoncer de quoi allait être fait l'avenir de leurs enfants. Et évidemment, et voir si justement, avec une malformation donnée, on pouvait plutôt s'engager vers un suivi plutôt important ou plutôt un suivi qu'on pouvait éventuellement alléger en attendant l'âge de la continence, en attendant. Et donc c'était pour répondre à ces questions que nous avons pris l'ensemble des dossiers qui étaient suivis, donc qui ont été suivis entre 1997 et 2013. Donc suivi tout dysraphisme confondu et ça a concerné 47 enfants. Nous avons recueilli des données neurochirurgicales, donc est-ce qu'ils ont été opérés ou non, et puis les données vésico-sphinctériennes. Donc voilà les données de la série, on voit que les groupes étaient à peu près homogènes, sauf le groupe de la diastématomyélie, puisqu'il y avait un seul enfant, et puis le groupe de la moelle attachée, 4 enfants. On voit que les malformations associées concernent essentiellement le groupe des enfants porteurs d'une régression caudale. Et on voit aussi que les enfants suivis pour un sinus dermique sont suivis moins longtemps que les autres enfants. Et ce sera probablement à prendre en compte pour l'analyse par la suite. Donc d'un point de vue neurochirurgical, c'est assez binaire. Tous les enfants porteurs du myélome méningocèle ont bien sûr été opérés. Tous les enfants porteurs de lipome ou de diastématomyélie ont été opérés, sachant que parmi ces enfants, il y avait 5 enfants sur les 9 qui étaient porteurs d'un sinus dermique associé, donc qui nécessitait de toute façon une chirurgie pour refermer le sinus. Par contre, les enfants suivis pour régression caudale et moelle attachée n'ont pas été opérés de leur moelle épinière. Alors, concernant les symptômes moteurs, ils concernent essentiellement les enfants suivis pour myéloméningocèle ou syndrome de régression caudale. Je vais reprendre les différents groupes rapidement pour faire le point sur leurs troubles vésico-sphinctériens. On voit que sur les 13 enfants suivis pour myéloméningocèle, 9 présentent une vessie rétentionniste. Vessie rétentionniste, donc à haute pression. On voit que parmi ces enfants, les 7 enfants sont au sondage,
dont 5 enfants ont été mis au sondage avant l'âge de 2 ans. Donc c'est des enfants qui sont mis au sondage précocement, ce qui permet d'essayer d'éviter d'avoir recours à la chirurgie, du moins pendant l'enfance. Et on voit qu'il y a un seul enfant qui a été opéré d'un agrandissement de vessie et 2 enfants qui sont suivis avec des injections de toxines botuliques intravésicales. Sur le plan de la continence anale, 8 enfants sont suivis pour une constipation importante. Dans le groupe des lipomes intracanalaires, donc 8 enfants, on voit que un seul enfant va avoir recours à des sondages dans les mois qui viennent. Enfin, au moment du suivi, il allait avoir nécessité des sondages ainsi que des lavements évacuateurs pour les selles. Les autres ayant présenté des symptômes qui sont rentrés dans l'ordre, soit après un geste de chirurgie, soit simplement grâce à un traitement fonctionnel. L'enfant suivi pour diastématomyélie a présenté des impériosités qui ont régressé après la neurochirurgie. Sur les enfants suivis pour sinus dermique, aucun ne présente d'incontinence urinaire ou d'incontinence anale. Dans le groupe des enfants suivis pour régression caudale, on voit que 2/3 des enfants sont suivis pour une incontinence urinaire qui nécessite une prise en charge globalement à l'âge de la propreté, avec à ce moment-là des nécessités d'avoir recours à un agrandissement de vessie et à des sondages pour obtenir une continence correcte. Mais qu'un tiers seulement des enfants présentent une vessie à haute pression avec un suivi qui doit s'instaurer relativement rapidement. Et 2 enfants ont même nécessité un système de dérivation urinaire incontinente avant l'âge de 1 an. On voit que dans le groupe des enfants suivis pour régression caudale, la chirurgie urinaire concerne quasiment tous les enfants. Et un seul enfant a une continence anale normale dans ce groupe, avec 9 enfants sur 12 qui ont recours ou qui vont avoir recours à des lavements pour obtenir une continence correcte. Alors, 4 enfants étaient suivis pour une moelle attachée. Sur ces enfants, un seul enfant a une continence urinaire normale. Les 3 autres enfants ont des signes qui peuvent varier. Un enfant va avoir recours à des sondages pour obtenir une continence correcte. Alors si on reprenait de manière séparée les enfants qui avaient une malformation anorectale associée à leur dystrophisme, on voit que dans ce groupe, un seul enfant a une continence urinaire normale, ce qui est tout à fait atypique quand il s'agit d'enfants qui sont suivis pour malformation anorectale seuls, enfin isolés. Et alors du point de vue de la continence anale, aucun n'a une continence anale correcte. Donc que ce soit le fait de la malformation anorectale qui a été opérée ou du dystrophisme qui est associé.